Donc voilà, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Voilà. Si. Donc, Éducagile, ah, il veut pas, voilà, ok. Donc, on va déjà se présenter. Pour ma part, je suis Laetitia Vangy, formatrice d'anglais depuis 13 ans. Et depuis 13 ans, c'est vrai que je me questionne beaucoup sur mon approche et j'expérimente et j'essaye de me renouveler pour moi, mais aussi surtout pour mes étudiants. Voilà. Et puis, je suis diplômée d'un master 2 d'anglais. Et depuis que j'ai rencontré Guy, qui vous en dira plus à son sujet, je me suis intéressée à l'agilité. Donc, je me suis formée, je me suis initiée à Scrum, un cadre dont on vous parlera tout à l'heure. Et j'ai passé des certifications aussi dans des soft skills, des compétences qui sont dans le relationnel surtout, développement relationnel et personnel, et aussi une formation dans le coaching agile. Voilà pour ma part. Maintenant, Guy. Eh bien, moi, je m'appelle Guy Lerat, je suis gourou agile. Enfin, plus sérieusement, je suis coach agile. J'ai plein de certifications, je vous laisse les découvrir sur mon LinkedIn. C'est Guy Lerat JR, Junior, eh oui. Si vous avez des questions, vous les poserez dans la conversation pendant que c'est Laetitia qui va présenter une bonne partie aujourd'hui, qui va travailler un peu plus que moi. Donc, vous pourrez les poser dans la conversation et je lui poserai. Voilà, je suis également coach personnel certifié ICF PCC. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, donc je fais du coaching aussi personnel. Et donc mon plaisir, ma joie dans le coaching, ben, c'est de voir évoluer les équipes, les voir travailler ensemble. Et c'est ce qui nous a rapprochés, Laetitia et moi. Et vous allez découvrir pourquoi dans un instant, quel est le rapport entre l'agilité, les équipes agiles et l'enseignement et la formation. Donc déjà pour commencer, à qui s'adresse ce webinaire, hein, comme nous l'avons spécifié, mais les autres personnes sont les bienvenues, hein. Mais tout d'abord, on s'adresse aux formateurs, aux enseignants, aux professeurs, à toute personne aussi qui est amenée à animer une formation, un cours ou un atelier, et aussi à tous ceux qui ressentent le besoin de modifier leur méthode ou leur approche au travail. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir surtout avant l'agilité comment j'étais, hein, mon approche, mes problématiques aussi, c'est les soucis que je rencontrais et ce que je souhaitais vraiment. Vous voyez, non, excusez-moi, j'ai ma voix qui part. Vous voyez cette illustration représentait aussi ma posture. J'étais beaucoup dans la sanction et dans le contrôle. Ensuite, j'ai rencontré l'agilité et je vous ferai part de cette partie-là, ce qui m'a inspiré dans l'agilité, ce qu'avec Guy, nous avons pu mettre en place, et puis les résultats aujourd'hui, hein, les résultats de l'agilité dans mon enseignement. Et on terminera par aussi Éducagile, hein, qui est la structure que nous avons pensée, le centre de formation que nous avons créé à l'issue de cette aventure. On parlera de son histoire, de ses valeurs et puis de la formation que l'on a pensé dispenser. Voilà, partager aussi notre expérience. Donc, pour ce qui est de mes problématiques, déjà, ce que je rencontrais dans la formation, ce qui me frustrait beaucoup, c'était le manque d'engagement des apprenants. En fait, j'avais de l'engagement de certains, mais je voulais l'engagement de tout le monde. Et il y avait beaucoup de passivité aussi dans mes cours. Je trouvais qu'on était sur 4 ou 5 personnes qui étaient assez réactives. Généralement, dans une classe, on a toujours les petits piliers, les éléments moteurs de 4 à 5 personnes. Et le reste restait quand même assez consommateur, assez passif. Je notais également pas mal de démotivation, de découragement de la part des apprenants, hein. Il y avait un manque de motivation réelle et les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous par rapport à toute l'énergie que je mettais dans les préparations, à mes attentes par rapport aux acquis qu'on devait avoir. Je n'avais pas toujours les résultats escomptés. Voilà. Et une autre problématique aussi, c'était l'aspect
immature, mais c'est normal, hein, l'aspect infantile de mes apprenants. On était là aussi pour les faire grandir, mais cette immaturité parfois conduisait justement à un souci de discipline. Et je passais beaucoup de mon temps à recadrer, faire la police. Et tout comme vous avez sûrement rencontré ça. On passe plus de temps et d'énergie à essayer d'avoir un cadre plutôt serein, calme pour pouvoir travailler. Et je passais souvent en mode contrôle et sanction, hein, à l'issue de ça. Je me retrouvais dans des relations un peu conflictuelles où je me retrouvais, par exemple, à l'extrême, à exclure, au moins les 2 tiers d'une classe. Ça m'est arrivé une fois, d'accord. Mais sur mes étudiants, on avait un règlement, j'étais très à cheval sur le règlement. On n'avait pas le droit d'utiliser le téléphone portable, il fallait amener ses supports pédagogiques et fallait être attentif dans mon esprit, dans ma conception du cours idéal à l'époque, bien sûr. Et première vague, j'excluais, en fait, j'avertissais une fois ou 2 fois, mais j'excluais ensuite mes élèves qui ne se pliaient pas à la règle du téléphone portable. Ensuite, j'excluais aussi ceux qui n'avaient pas rapporté leurs affaires pour travailler et j'excluais ceux qui bavardaient trop. Ce qui fait qu'à un moment donné, sur une classe de 25, on s'est retrouvé à travailler à 5 ou 6. Bon, voilà, donc c'est là que je me suis vraiment posé des questions en me disant, mais c'est pas normal. Quelle est l'approche que je pourrais mettre en place? C'est pas normal d'en arriver à ce stade-là. Et une autre problématique, hein, que nous connaissons tous, c'est comment boucler le programme. On a beaucoup de contenu à voir avec nos élèves sur 2 ans, avec un volume horaire assez restreint, et il fallait tenir les délais pour que nos apprenants puissent voir toutes les notions, hein, qui vont les préparer justement à l'examen, que ce soit les bacs et les BTS, parce que j'ai un public de bac et BTS, mais dans les lycées aussi, on a les premières, les terminales, et même le collège, à l'issue de ça, on a un brevet à passer, tout ça. Donc, boucler le programme, c'est une c'est un objectif important pour nous, formateurs, professeurs. Et à l'issue de ça, qu'est-ce que j'éprouvais? J'avais cette sensation de perdre mon temps. J'avais aussi une perte d'énergie qui était énorme, hein, puisque je passais mon énergie à faire de la discipline, à contrôler, à recadrer. Et une perte de sens aussi parce que ce qui se passait concrètement ne correspondait pas à ma représentation de l'enseignant. Voilà, donc s'est installée à un moment donné une lassitude, une routine qui s'installait, de beaucoup de frustration parce que je n'arrivais pas à mon objectif, donc de l'insatisfaction, et j'ai eu des découragements et des gros doutes par rapport à mon approche, ma façon d'enseigner. Je me remettais sans arrêt en question, ce qui provoquait des montagnes russes émotionnelles en cours, mais hors cours. Je ramenais tout ça à la maison et j'avais pas mal d'insomnie. Je passais mes nuits à essayer de repenser au cours et essayer d'imaginer d'autres approches, faire le bilan de ce qui n'avait pas fonctionné et comment améliorer tout ça. Donc, voilà ce que je souhaitais concrètement. À ce moment-là, je voulais beaucoup plus d'engagement de la part de mes élèves. J'attendais d'eux d'être plus acteurs de leur apprentissage, être plus dans la production. À ce moment-là, je produisais, on va dire, 70% des contenus et eux étaient à 30%. Lorsque je leur demandais de réaliser des exercices, lorsque je leur posais des petites questions à l'oral. Donc, pour moi, je n'étais pas suffisamment satisfaite parce que l'apprenant devait produire et il devait être acteur de sa formation. Et pour le coup, là, la tendance était inversée. Je produisais énormément et ils consommaient beaucoup. D'ailleurs, je leur disais souvent qu'il ne manquait plus que le coca et les pop-corn, voilà, pour montrer qu'ils étaient pas mal passifs et très consommateurs.
Je voulais également que mes étudiants prennent du plaisir dans leur apprentissage. J'avais cette envie de les voir ressortir avec le sourire ou d'avoir cette envie de rentrer en cours et de se dire qu'ils allaient passer un bon moment tout en apprenant. Je voulais aussi qu'ils prennent conscience de leur apprentissage et aussi que c'était qu'il devait apprendre pour lui, qu'il ou elle devait apprendre pour lui ou elle, et non pas pour la sanction, la note, les résultats ou pour une pression sociétale ou parce que les parents sont derrière. Je voulais leur donner cette envie d'apprendre pour eux-mêmes et d'être curieux. J'avais aussi cette envie donc, de les faire grandir personnellement, en termes de compétences, bien sûr, des acquis, mais aussi en tant qu'individu. Et je voulais que cette formation en anglais, en tout cas ma matière, fasse sens pour eux. Que ça n'était pas une matière en plus parmi toutes les matières qui étaient à aborder pour obtenir un diplôme. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Après toutes mes insomnies et tout ça, j'ai dit pourquoi pas varier les activités. On a un référentiel qui nous demande une approche actionnelle et qui nous demande de varier les supports. Ce que j'ai mis en place, j'utilisais du visuel, j'utilisais des chansons, des vidéos, j'utilisais des articles assez contemporains. J'allais sur Internet et je prenais quelque chose de très d'actualité. Donc, j'imaginais pas mal d'activités, de supports différents pour pouvoir les intéresser davantage. Je me suis formée à pas mal d'outils tels que le TNI, le tableau numérique interactif. C'est une formation que proposait mon centre de formation à l'époque. Ils avaient équipé beaucoup de salles d'écran et je me suis dit pourquoi pas si ça peut ajouter de la valeur à mon approche. C'était censé amener les apprenants à être un peu plus intéressés, un peu plus acteurs. Et j'ai appris à faire des présentations PowerPoint. Je suis passée sur InDesign aussi. Je me suis formée aussi un petit peu. Je fais une initiation Photoshop, tout ça pour me dire, voilà, mes supports vont être plus attractifs, plus agréables visuellement. Je vais plus les accrocher en retravaillant mes supports. Et donc, je me suis formée aussi aux outils digitaux qu'on me proposait pour pouvoir justement avoir un éventail d'outils qui pourraient changer la donne. Et mon erreur ici, j'en ai pris conscience par la suite, c'est oui, je montais en compétence, ça c'est plutôt positif pour moi. Mais je passais encore plus de temps dans la conception des supports. Par exemple, les outils TNI, tableau numérique interactif, pour faire une petite activité qui allait durer 5-10 minutes. J'y passais 3-4 heures au moins, le temps de connaître l'outil, de travailler dessus. Et dans la formation, quand on a les cours à préparer, on a les copies, les conseils et les oraux et d'autres suivis qui se mettent en plus. On n'a plus le temps de concevoir tous ces supports-là. Et mon approche restait inchangée. En fait, j'avais des supports qui étaient plus sympas visuellement, mais mon approche restait inchangée et j'avais toujours en face de moi des apprenants qui étaient relativement consommateurs, mais avec des supports plus sympas. Voilà. Donc, je me suis encore reposé des questions et je me suis dit, on va changer un petit peu l'approche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme je m'intéresse au théâtre à titre personnel? Je me dis, tiens, j'ai mis du théâtre aussi. En anglais, ça s'y prête très bien. J'ai mis du théâtre dans mes cours, j'ai mis des jeux de rôle. J'ai placé des sketchs pour faire des mises en situation, par exemple mes bacs pro qui sont dans la vente. Je vais leur faire des petits sketchs de vente. Pareil pour mes BTS NDRC, c'est négociation relation clientèle, qui sont amenés à vendre des produits ou à passer un entretien d'embauche. Donc, je les mettais dans des situations.
Sinon, voilà, je les amenais à faire des exposés pour aborder les thématiques qui étaient abordées en anglais. On a le travail, conditions de travail, on a les nouvelles technologies, l'environnement. Donc, pour le coup, là, je leur demandais de le faire seul ou en binôme et de produire des exposés pour ensuite produire les contenus. Et je les amenais aussi, ça c'était surtout pour les BTS, pour les épreuves écrites, je leur donnais comme je fais partie du jury d'examen des BTS Com, et j'avais des copies témoins, donc avec ces copies témoins, mais sans la note, je leur demandais de corriger la copie, d'estimer la note avec la grille et tout ça, ce que nous, on fait en tant que jury d'examen pour qu'ils aient une idée de ce qu'on attendait d'eux. Je leur demandais également de créer leur sujet d'examen et de les exploiter par la suite, hein, c'est-à-dire trouver les documents, bien sûr je les guidais, hein, trouver les documents et puis ensuite faire la présentation, les exploiter. Je leur demandais également pour aborder des thématiques, plutôt que de lire un dossier et à la fin répondre aux questions, c'était en binôme ou voire à trois, de créer des quiz qui reprenaient le contenu de ces dossiers-là. Et puis, à l'issue des quiz, ils étaient exploités. Bon, je les corrigeais et puis je leur disais que leurs camarades allaient passer leur quiz. Donc, voilà ce qui les stimulait. Il y avait plus de participation, je dois le reconnaître. Il y avait plus de plaisir de la part de mes étudiants. J'avais des retours positifs, hein, des bacs comme des BTS. Je les voyais sortir avec le sourire et je les voyais plus impliqués, donc plus motivés lors de mes sessions. On faisait un point aussi pour eux, ce qui était positif, c'est qu'ils mémorisaient davantage les contenus, rien que sur mon temps de cours, hein. Bien sûr, il y a un travail personnel à fournir, mais il y avait déjà des choses qui étaient mémorisées. On faisait toujours un petit point à la fin, 5-10 minutes, en disant, bon, voilà, à l'issue de l'épreuve là, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu? Et on voyait que des choses étaient restées. Mais par contre, je n'avais toujours pas réglé cette question d'engagement et de discipline et ni non plus mon côté contrôle-sanction. C'est-à-dire que ça pouvait bien se passer, il y avait plus d'implication et tout ça, mais dès que ça bavardait trop, dès que les règles n'étaient pas respectées, j'étais toujours dans ce mode contrôle et sanction. Et ces ateliers, je voyais que ces ateliers étaient très positifs, mais ça restait que du ponctuel. Et moi, je voulais vraiment trouver le moyen de retrouver cette belle énergie qu'il y avait de la part de mes apprenants. Et puis moi-même, je me sentais bien. Il y avait une énergie très positive. Je voulais la trouver sur le long terme. Je voulais que ce soit quelque chose de continu qui dure 2 années, puisque je les ai en bac première et terminale et en BTS première année, deuxième année. Donc, je me suis posé la question, quelle est cette méthode qui me permettrait justement d'avoir cet engagement sur les 2 ans et puis aussi de permettre à l'apprenant de trouver du sens à cet enseignement-là et que ce ne soit pas des ateliers isolés, mais que ce soit quelque chose de continu. Donc j'étais dans cette grande interrogation, j'avais un grand point d'interrogation sur mon approche. J'évoluais, je sentais que je touchais quelque chose, mais je n'étais pas encore 100% satisfaite. Et là, il y a 3 ans, j'ai rencontré Guy. Et au départ, on faisait un petit échange de compétences anglaises, très agile. On faisait un échange de compétences anglais et photographie, donc rien à voir avec l'agilité, mais à travers l'anglais, Guy m'a parlé de son travail, de l'agilité, de ses équipes, de ses problématiques et tout ça. Et par la suite, bon, c'est lié d'amitié. Et moi, j'ai un petit peu creusé pour savoir ce qu'était l'agilité. Et je me suis rendu compte que mon problème, justement, quand je l'entendais parler, mon problème, c'était pas vraiment mes apprenants, c'était plutôt mon approche, ma façon de travailler avec eux. Et qu'il fallait que je travaille davantage sur le collectif et sur mon approche. Et
Et je sentais que là, dans ce que Guy me disait, c'était un peu c'était l'approche qui me permettait d'agir sur leur implication et sur leur productivité. Donc, qu'est-ce qui m'a concrètement inspiré dans l'approche agile? Je vais vous faire, voilà, ce sont des valeurs importantes. Déjà, c'est quand Guy me parlait d'histoire commune, de vision commune et d'avoir des valeurs communes. Ça m'a inspirée parce que je me suis dit oui, ça peut, comme dans une équipe de foot, une équipe de basket et tout ça, on pourrait créer cette histoire avec chacune de nos classes. Donc ça m'a inspirée, je me suis dit ça c'est transposable. On peut le faire même si on a un effectif de 36 voire 40 hein, dans les lycées, on est sur un effectif assez important. J'ai visualisé, je me suis dit ça c'est possible. Dans son approche, Guy me parlait de sens et c'est tout à fait ce que je recherchais, du sens dans son approche agile avec ses équipes et tout ça. L'état d'esprit agile, justement, était dans cette notion de faire sens pour que les équipes soient motivées. Et pour ça, il fallait des valeurs. On parlait de valeurs, d'autonomie et de motivation, tout ça me parlait. C'est ce que je recherchais auprès de mes apprenants. J'avais cette envie qu'ils soient responsables et acteurs de leur formation. Et Guy me parlait de responsabilisation au sein des équipes, ce qui amenait justement à l'autonomie, ce qui faisait sens et ce qui les motivait. Et dans ce processus ou cette approche, il y a un élément qui est essentiel, c'est la communication et la transparence. Et ça, je me suis rendu compte que avec mes élèves, je parlais, ils parlaient, mais on n'était pas vraiment dans une communication. Et je pense que les uns comme même moi, on n'était pas assez transparents dans ce qu'on faisait, voilà, dans le travail réalisé, dans les attentes. Il y avait une communication, mais on ne s'écoutait pas forcément. Et l'amélioration continue dont Guy me parlait était pour moi aussi un point essentiel puisque je voulais amener mes élèves à grandir et puis à s'améliorer, à progresser de manière continue. Et on parlait de gestion de conflits aussi. Quand il y a la communication, la transparence, qu'on a des valeurs et tout ça, on arrive à résoudre ces conflits. Et moi, j'étais dans des relations qui pouvaient être un peu conflictuelles. J'avais des apprenants qui étaient, si vous connaissez un petit peu l'analyse transactionnelle, qui étaient en mode enfant. Moi, je jouais le parent, l'enfant. Donc, il y avait des enfants, entre guillemets, soumis, donc, qui faisaient les choses. Mais il y avait les enfants un peu rebelles et c'est avec eux que je me retrouvais en conflit. Et je ne savais pas à l'époque gérer ces conflits-là, à part l'exclusion. Donc Guy, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Sinon Guy, tu peux expliquer de plus en détail ce qu'est l'agilité? Oui, avec plaisir. Merci, c'était très clair. C'est la première fois que je t'entends faire tout le déroulé et j'avoue que c'était sympa. Est-ce qu'il y a des questions so far so good? Est-ce que vous connaissez un petit peu dans ces difficultés? Est-ce que vous partagez certains points de vue? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Guy, c'est Brenda. Salut Brenda. J'espère qu'effectivement, moi, je ne suis pas du tout pour l'instant dans le monde de l'enseignement, mais je viens du monde industriel et je me suis aussi. J'ai eu les mêmes problèmes pour de la transformation digitale dans des grands groupes. Donc, du coup, je trouve ça très apprenant de voir que ces problèmes de conflit existent partout et que l'agilité réponde à tout ça, que ce soit dans l'industrie, dans l'éducation et sûrement plein d'autres choses. Donc, merci pour ce partage. Ok. Eh ben, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous partager? Moi, je veux bien 2 minutes. Moi, je suis enseignante en lycée et j'enseigne en maths. Et je retrouve tout à fait, hein, parce que ce problème de cohérence et de lien, enfin, ça m'a fait vraiment écho. Et ensuite, j'enseigne aussi j'ai les élèves pendant 3 ans aussi en section euro, maths en anglais.
Et là, j'aimerais aussi tellement créer un esprit de groupe pendant 3 ans. Donc, ça m'a bien parlé, ça aussi. Ouais. Donc, hâte d'entendre la suite. Hâte d'entendre aussi. Ok, bon, n'hésitez pas si vous voulez partager, faites-nous signe dans le chat et on vous laissera la parole, bien sûr. On a changé un peu le format. D'habitude, on faisait beaucoup de partage. Là, on descend un peu plus d'informations, mais c'est pas plus mal parfois. Alors, l'agilité, qu'est-ce que c'est? En fait, on n'avait pas prévu, Laetitia et moi, de travailler ensemble. Franchement, on ne savait pas du tout qu'on allait travailler ensemble. On discutait, on avait cet échange photo contre anglais. And no, my English is quasi perfect. But the accent, no. Et je lui parlais de la réalité que je vivais, c'est-à-dire que, bon, à l'époque, j'avais 2 équipes à gérer. Aujourd'hui, j'en ai 7, comme quoi on peut le mettre à l'échelle. Et j'avais ces 2 équipes. Et bien sûr, je rencontre les mêmes problèmes que certainement vous dans la formation, c'est-à-dire des désengagements, la démotivation. Mais l'agilité répond à cette structure et on va reprendre des notions un petit peu qu'on retrouve dans le sport, c'est-à-dire faire équipe. Voilà, merci Laetitia, faire équipe. Faire équipe, c'est créer du lien ensemble, c'est se trouver des règles ensemble et les respecter. Et puis, bah voilà, c'est de partager cette parole, partager équitablement. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Et donc, en lui expliquant tout ça, bien, on s'est dit effectivement que ça pourrait le faire dans l'éducation, de mettre les élèves non plus face à un professeur et seuls face à eux-mêmes, mais ensemble. Alors effectivement, il faut adapter le référentiel. Bon, ça, c'est plutôt le boulot qu'on a fait par la suite et je laisserai Laetitia en parler parce que les maths, c'est quand même un boulot un peu tout seul. Hein, mais on trouve un projet commun parce que les maths, ça aide aussi à faire décoller des fusées. Donc il faut trouver, et l'anglais, ça peut effectivement faire d'autres projets. On avait fait des sociétés de sport, de mode. Donc il faut être un petit peu créatif au niveau de l'enseignant et il faut créer cette ambiance, ce cocon psychologique où chacun va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Pas tout le temps, parce qu'on est tous des humains, mais on va faire quelque chose en collectif. Et on est redevables les uns vis des autres. Dans une équipe, bon, j'espère que vous avez tous vécu un petit peu, que ce soit en vacances, dans un jeu à la maison, n'importe où, cet esprit d'équipe où on a envie de gagner ensemble, parce que bah, le but, c'est pas vraiment de gagner contre l'autre équipe, c'est de s'amuser et de faire quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, même si c'est juste un jeu, on gagne ensemble, on a partagé ce sens pendant le temps d'un cours, ou le temps d'un week-end, ou le temps d'un projet qui dure parfois plusieurs années. Donc voilà, faire équipe, c'est la première chose qu'on fait dans l'agilité, on fait des équipes. On utilise pour ça un cadre de travail qui s'appelle Scrum. Alors, oui, merci. Évaluation, rencontre, ça, c'est un petit peu les valeurs. Il y a des valeurs. En fait, l'agilité, je vous refais un petit peu quand même l'histoire, parce que c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Ça vient du Japon et de l'informatique de la Silicon Valley. C'est une rencontre entre les deux mondes. C'est intéressant parce que les Japonais, avec Toyota, ils n'avaient pas de matière première, ils n'ont pas d'espace. Ils ont été obligés d'être hyper efficaces sur leur façon de travailler. Et ils sont très, en fait, très communautaires. Dans une chaîne de production japonaise, à la différence d'une chaîne de production américaine, par exemple, quand il manque une personne dans la chaîne, ben, quelqu'un va se dévouer pour aller remplacer cette personne et faire tourner la chaîne. Nous, on a plutôt tendance à dire, attends, c'est pas mon boulot, moi j'ai fait mon truc, je le passe à mon voisin, c'est plus mon problème. Eux, ce qui compte, c'est vraiment la valeur qu'on délivre au final. Et puis, on va essayer de réduire les gâchis, optimiser son temps, optimiser la compréhension et aussi le travail que l'on prend et que l'on s'engage à faire. Au lieu de tout vouloir faire au bout d'un an, on s'engage avec des itérations. Et ça a bien plu à l'informatique parce que l'informatique, c'est nouveau dans l'histoire de l'homme. Hein. On travaille avec de l'électricité quelque part. Donc, on n'est pas là à faire des plans sur la comète, sur des choses. On ne sait même pas, en fait, ce qu'on va en faire de ces choses-là. Donc, on va construire un produit par itération. C'est la petite loupe que vous voyez. C'est-à-dire, au lieu de tout vouloir faire et tout vouloir créer, on va noter tout ce qu'on va faire. On va faire des spécifications très compliquées pour, dans 2 ans, un an ou deux, fournir un produit qui sera exactement comme c'est spécifié. Et en fait, le marché aura changé, la demande client, le marché aura changé, ça fonctionnera peut-être pas forcément. Il y aura eu tellement de problèmes qu'en fait, c'est voué à l'échec. Il y a 8 projets sur 10 à cette époque-là, hein, je parle des années 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a 8 projets sur 10 qui ne sortaient pas. Et ce système qui s'appelle Scrum, c'est pas pour rien, ça veut dire mêlée de rugby.
On retrouve une notion de rugby avec le demi de mêlée et l'autre, je ne me souviens plus son nom. Il y a deux joueurs qui sont importants et ça va être ici le product owner qui va être en fait le professeur, le Scrum Master qui va être soit le professeur, soit un leader d'équipe, et puis l'équipe de développeurs qui va être en fait l'équipe des apprenants. Alors, je suis désolé, je te laisse prendre le relais parce que ça sonne à ma porte au moment où il ne faut pas. Je te demande une petite seconde. Je te laisse prendre le relais, Laetitia? Oui, oui, oui. Donc là, nous, justement, on s'est inspiré de la méthode Scrum enfin, on s'est inspiré de la méthode Scrum pour faire travailler nos élèves. Et moi, je devenais un product owner quelque part. Le product owner, c'est celui qui va demander le produit. Hein, ça représente le client. Alors, c'est vrai que nous, dans le centre de formation, nos élèves sont nos clients. On se posait la question, oui, mais les élèves sont des clients. Mais on a joué le jeu, c'est-à-dire que moi, je vais demander le produit. Le produit, c'est l'objectif. Par exemple, un projet pour aborder le lexique professionnel. On a pensé à une création d'entreprise en équipe. Et au sein de ce projet-là, il y a plusieurs livrables. Le gros livrable, c'est faire un dossier, un montage qui est à rendre à la Chambre du commerce. Je représentais aussi la Chambre du commerce. Et je leur demandais de me faire justement une création d'entreprise en faisant une analyse bien précise. On faisait un SWOT, on faisait une étude de marché, on s'intéressait aux clients et on voyait ensemble. Pardon ? Je suis revenu, si jamais. Je donne l'exemple du product owner. Moi, le livrable que je leur demandais de donner, c'était la création d'entreprise. Oui. Pour les amis, vas-y. Et donc, j'aurais donné, on a vu ensemble les contenus, on a pensé ensemble, on a fait une petite carte visuelle pour dire concrètement, on doit penser à quoi, il faut penser au budget, il faut penser au marketing. Et on a fait ensemble les objectifs, la feuille de route à atteindre, qui est modifiable bien sûr. Hein. On s'est donné, on a estimé le temps que ça prendrait ensemble. Bon, j'avais déjà mon estimation, mais je les ai amenés à estimer la difficulté du temps que ça prendrait. On avait dit que ça prendrait entre 10 et 12 heures pour terminer un projet de qualité. Et puis après, il y avait les objectifs sous-jacents, bien sûr, linguistiques. On a vu on a vu ce qu'il fallait mettre en place en anglais, les points grammaticaux à mettre en place, le lexique à trouver. Donc, on ne s'embêtait plus avec toute une page de mots à apprendre. On ciblait vraiment le lexique qui allait être utile ici dans ce projet-là. Donc, j'en étais au product owner. Maintenant, Guy, si tu veux reprendre. Merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, on est rentré vraiment dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des boucles itératives. On scénarise, on fait des boucles où eux, les élèves, les apprenants, ou même les développeurs, ou même, moi je l'ai mis au marketing, je l'ai mis dans les RH, à un moment donné, il faut faire le travail. Et le travail, il faut se le répartir dans une équipe. Et puis, il faut communiquer. On va apprendre à communiquer, on va apprendre à collaborer. On va apprendre à se supporter dans les deux sens du terme, supporter le caractère de l'autre, puis se supporter quand ça va pas très bien. Donc, il y a toute cette notion-là. Et à la fin, une fois que le travail est fourni, parce qu'il y a un livrable assez rapidement à fournir au professeur, au client, on va le livrer, on va le démontrer, on va dire voilà ce qu'on a fait, voilà comment on s'y est pris. Et ensuite, il y a une cérémonie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. C'est OK, toute l'équipe a travaillé, on se pose et on s'améliore. Ça peut se faire en 5 minutes. Hein. Comment on s'améliore? Qu'est-ce qu'on a mis ensemble? Comment ça s'est passé? Bien, déjà, on a sorti quelque chose. On peut être fiers de nous. Hein. Au lieu de se fouetter, ah, c'est pas bien, j'ai pas. Non, soyons fiers. On a fait quelque chose. Il y a une autre boucle qui arrive d'itération. C'est l'occasion de se dire où sont passés qu'est-ce qui s'est passé? Où ont été les difficultés? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, si ça devait se reproduire, qu'est-ce qu'on ferait différemment et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour s'améliorer? Donc, cette boucle de 2 semaines, ça peut être une journée, ça peut être 2 semaines, ça peut être 4 semaines maximum. Eh bien, on la met en place avec les élèves et ils s'auto-améliorent pour la prochaine boucle. Voilà, c'est un peu les grandes lignes du framework Scrum, qui s'appelle donc Scrum, vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Il y a plein d'autres frameworks qui existent, cadres de travail qui existent en agilité. Celui-ci, c'est le plus utilisé en entreprise. Il est très populaire, il fait 99% des entreprises aujourd'hui l'utilisent parce que
C'est des petites équipes, c'est maximum 10 personnes. Bon, là, sur tes classes, Laetitia, c'était plus du 5-6 maxi, mais on Oui, peut aller oui. jusqu'à 10. Ensuite, on peut les mettre qu'on appelle à l'échelle, c'est-à-dire que des équipes, il peut y avoir 5 équipes qui travaillent sur le même produit. Donc, ça peut être très complexe au bout d'un moment, parce qu'il faut prendre les mêmes technologies, faut bien se coordonner. Donc, ça marche bien. Aujourd'hui, le FBI l'a utilisé pour son projet qu'ils n'arrivaient pas à sortir depuis 10 ans. La NASA aussi utilise Scrum. En gros, c'est les grandes lignes. C'est simple et léger, c'est vrai. Puis, ça s'adapte au contexte, au projet de chacun. C'est vrai, on trouve sa place facilement parce qu'il y a des cérémonies qui permettent de se parler, de montrer ce qu'on a fait et de s'améliorer et éventuellement de régler nos soucis de problématiques parce qu'on se retrouve parfois dans des équipes, il y a des problèmes dans une équipe, hein. Il y en a quelques-uns qui peuvent trop s'appuyer sur d'autres et en profiter pour rien faire. Mais on va se parler, on va se dire les choses franchement. Et on peut même voir des équipes qui excluent un de leurs membres. Je crois que c'est arrivé à Laetitia. C'est Oui. pas la mort, hein. Il s'est fait exclure. Au contraire, vaut mieux que ce soit ici pendant les cours que dans la vie réelle où on se fait vraiment licencier parce qu'on ne sait pas jouer le jeu. Donc voilà, c'est une vraie école de la vie, une vraie école d'apprentissage. Ça demande un effort quand même de réadapter un petit peu le référentiel. Mais ça, c'était une anecdote assez positive finalement parce que cet élève qui se reposait sur l'équipe et qui ne communiquait pas, qui ne rendait pas les travaux et tout ça, ne jouait pas le jeu, elle a été licenciée. Ils lui ont dit, on te licencie. Ah, bon, au préalable, il y a eu une discussion avec moi et sous forme de questionnement, voilà, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez mis en place pour régler le problème. Bon, voilà, on a discuté autour de ça. Et puis l'étape finale, c'était, ben là, elle n'a pas bougé, ben, elle est licenciée. Et, euh, et donc l'élève m'a dit, ah, madame, alors c'est vrai, je suis licenciée. Je fais, oui, tu es licenciée. Donc après, je lui ai demandé de me faire le travail de manière individuelle. Et là, on a changé de projet. Elle est dans une autre équipe. Et là, elle est très, très investie dans sa nouvelle équipe. Donc, ça a été très positif finalement comme expérience. Parfois, on apprend par la douleur aussi, mais il faut Mm. le vivre plutôt que de se dire que ça brûle et jamais connaître. Oui, Donc, et puis elle n'a pas été pénalisée en termes de contenu. Je lui ai donné la chance de le faire toute seule vu que ça ne marchait pas en équipe, mais après, elle a joué le jeu. c'était son ego. Mm. Alors, du coup, slide suivante, s'il te plaît, changement d'état d'esprit, changement de posture. Oui, en fait, ça va demander à l'enseignant d'être dans un autre état d'esprit qui est beaucoup plus relaxant. C'est-à-dire que le prof, quoi, l'enseignant, le formateur, il va pas porter sur son dos la réussite de la classe. C'est pas sa responsabilité quelque part. Il a un engagement de résultat, mais là, il va donner tous les moyens à ses équipes, tous les moyens déjà d'être là pour faciliter, parce qu'il reste quand même la loi, c'est lui, hein. Ça ne veut pas dire faites ce que vous voulez, faites comme vous voulez. Non, non. Faites ce qu'il faut en toute autonomie pour sortir de la valeur. C'est pas faites ce que vous voulez, le prof n'existe plus. Mais il va devenir un facilitateur, un mentor, un instructeur, un coach. C'est-à-dire qu'il va se mettre vraiment dans cette mentalité, je suis là pour faciliter. L'enseignement, il vous appartient. Le fait d'apprendre, moi je ne peux pas apprendre à votre place, hein. Je crois qu'en français, le mot apprendre est un peu mal dans les deux sens. Je t'apprends quelque chose. En fait, non, on peut t'enseigner, c'est la personne qui apprend. Donc, je suis là pour faciliter ton apprentissage et je te mets en place dans les meilleures conditions pour que tu puisses vivre cette expérience avec bonheur, joie et que ça ait du sens collectif. Alors, il faut scénariser, ça je crois que je l'avais déjà dit. Ouais, mais c'est une grande question qu'on nous posait parce que ce n'était pas clair pour les professeurs ou les enseignants ou les formateurs, c'est qu'on doit passer par le mode projet dans cette approche Scrum. Voilà. Ouais. Donc, il faut scénariser les cours pour pouvoir avoir un projet. Ah Et oui. dans toutes les matières, on peut le faire, mais il faut juste être un peu créatif, s'imaginer des situations concrètement dans la vie courante ou au travail, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, comment est-ce que ce que j'enseigne là pourrait être transposé peut-être en entreprise, dans une vie personnelle, mais il faut que ça fasse sens et qu'on le mette sous forme de projet. Et puis, ces projets qui feront partie de votre parcours d'enseignant pédagogique, ce n'est pas obligatoire que ce soit toute l'année en projet. Ça peut être des moments spécifiques dans le parcours de l'apprenant où il y a ces projets agiles. Oui, on vous donnera une autre méthode, on combine les deux d'ailleurs, qui est intégrée à l'approche agile. C'est une autre approche
que j'utilise aussi pour voir tout ce qui est un peu plus théorique, tout ce qui est un peu plus magistral, mais de manière participative. Ouais. Donc, Alors, on a des questions dans le chat. Je me permets d'intervenir. Du coup, oui. Je me représente pour tout le monde. Je suis en train de discuter avec chacun sur le chat. Je suis Xaver, je suis votre conseillère en formation pour Éducagile. Et du coup, nous avons Arnaud qui nous a envoyé un petit message pour Guy et Laetitia. Donc, il vous répond: je vois bien le lien avec le monde de l'entreprise. Est-ce directement transposable dans le monde de l'éducation? Est-ce que des documents de type Eton Scrum permettent de faire le lien et sont-ils valables? Existe-t-il des outils adaptés à la classe? Vous parliez de Miro. Existe-t-il d'autres outils version éducation? Merci pour vos éclaircissements. Alors oui, EduScrum, c'est quelque part, même si nous, on n'est pas une multinationale et en fait, c'est un projet de cœur. On n'a pas fait ça pour faire du business, c'est parce que c'est une opportunité pour nous de diffuser l'agilité. Eh bien, EduScrum, c'est un concurrent qui fait du Scrum. Scrum, c'est ouvert, c'est open source, n'importe qui peut faire du Scrum. Mais par contre, il n'y a que Scrum.org qui peut vous remettre la certification. Et du Scrum, je crois qu'ils sont hollandais, si je ne dis pas de bêtises. Et ben, ils font aussi ils mettent aussi Scrum en action pour les plus petits, je pense. C'est pour les écoles et les sixièmes, etc. Mais pourquoi pas s'il y a certainement, je ne connais pas leurs documents, mais ça peut certainement se réutiliser. S'il faut prendre. Après, c'est une marque déposée, donc il faut faire attention. Pour ce qui est de faire le lien et son valable, donc, existe-t-il des outils adaptés à la classe? Oui, et on voulait en parler par la suite, mais… Alors, je dirais oui et non. Parce que oui, il y a des outils, mais les outils, c'est pas ce qui va faire la réussite, les outils. C'est d'ailleurs la première valeur de l'agilité. Il y a 4 valeurs. Je vous encourage à aller voir Manifeste Agile sur Google. Vous allez tomber sur la première page. C'est d'où les 17 développeurs qui ont créé l'agilité. Et ils ont dit il y a 4 valeurs. Et la première valeur, c'est on favorise les interactions et les individus plus que les outils et les processus. Alors oui, il y a des outils et des processus, mais ce n'est pas ce qui va faire le succès de ce qu'on va vous proposer. Ce qui fait le succès, c'est vraiment, on fait attention à la communication, on fait attention à comment les gens travaillent ensemble, que chacun puisse s'exprimer librement, et cet engagement pour donner du sens, plus ce sens pour donner de l'engagement plutôt, et cette amélioration continue. Après, des outils, il y a Miro, il y a Mural, il y a Trello, il y a Draft.io, il y a Zoom, il y a des milliards. Et des post-it aussi, ça marche très bien. Au pire, des feuilles blanches et du scotch. Ce n'est pas les outils qui feront le succès de cette méthode, mais il y en a plein qui nous facilitent la vie. Et il y aura dans notre parcours de formation, il y a un moment pour les outils. Là, on voit sur l'écran, un petit team building. Alors, il faut avoir le temps de le faire, mais sur la première image, on avait fait un petit team building de les mettre. J'ai un écho. Alors là, je vais couper le micro. Il y a une personne, c'est YE. Voilà, merci. Pardon. Donc, on leur avait fait faire un petit team building, donc création d'équipe. On fait un petit jeu, ça dure 20 minutes. Donc ça, c'était avec la classe pilote, parce qu'on a commencé progressivement. Et c'était une classe de première en gestion-administration. C'était notre première expérimentation de l'agilité avec l'accord du centre de formation. Et Guy était intervenu justement pour m'aider à mettre en place l'agilité. Et on a commencé par la création d'équipe, puisque c'est le plus important, c'est quand même notre fondation pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, créer une équipe, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui fait la différence entre un groupe de gens qui travaillent ensemble et une équipe? Quand on se pose cette question, beaucoup de gens répondent, d'ailleurs vous pouvez répondre dans le chat, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un groupe de gens qui travaillent ensemble, il y a des gens qui sortent de la valeur, qui sortent des projets, et une équipe? Quelle est la nuance? Elle est où? C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, je vous en dirai plus. Peut-être on va donner de toute façon des petits cours gratuits sur le team building. Oui, entre un groupe et une équipe. Différence entre un groupe et une équipe. Bon, ça, c'est là-dessus qu'on va travailler pour qu'ils se sentent qu'ils ont une identité propre et qu'ils partagent des valeurs, les mêmes valeurs. Et ainsi qu'ils vont partager des comportements dont vont découdre ces valeurs pour respecter ces valeurs. Et puis peut-être s'imposer des règles de travail, des règles de survie.
Le deuxième, c'est on les avait scénarisés. La deuxième photo, c'est on les avait scénarisés, on leur avait proposé de créer une entreprise fictive qui serait avec 4 entreprises qui ont donc des responsabilités, ces entreprises, des objectifs marketing, RH, voilà, tout un tas d'objectifs. Elles vont aussi collaborer entre elles, peut-être qu'elles vont pouvoir échanger des services. Et donc, voilà, d'abord, la première chose, c'est créer son entreprise, ce qui est assez fun, que ce soit dans n'importe quelle langue, etc. Donc, évidemment, pour de l'anglais, pour des maths, ça ne fonctionnerait pas, mais voilà comment on avait scénarisé pour l'anglais. Et puis, la dernière image, je vais te laisser l'expliquer, Laetitia, parce que ça, c'est Oui, toi. la dernière image, c'était plutôt sur créer du lien, en fait. On avait créé cette équipe classe, hein. Toute la classe avait, en petite équipe, avait pensé à un nom d'équipe pour la classe, des valeurs pour la classe, une petite devise pour la classe. Mais à leur demande, moi, je m'apprêtais à faire mon petit cours avec eux, mais à leur demande, ce sont des personnes avec Covid et tout ça qui n'avaient pas eu encore, en début d'année, qui n'avaient pas encore eu l'occasion de se connaître, de créer du lien. Et on a fait justement un atelier qui les amenait à se connaître en anglais, bien sûr. J'ai dit, bah, puisque on va le faire sur le cours d'anglais. Et ça, c'était une activité c'était cocktail party où on a travaillé l'anglais à travers cette activité-là, mais l'objectif final, c'était de se poser des questions et d'apprendre à se connaître, de connaître les motivations des uns et des autres, et puis voilà, donc tout ça en anglais. Donc c'est dans le sens de créer du lien et de le maintenir. On a créé une équipe, mais il faut maintenir ce lien et puis voir comment on peut développer ce lien-là, quoi. Voilà. Eh bien, je Et te laisse. ensuite, là, Voilà. pour les suites, ce sont des exemples de ce qui avait été mis en place avec nos premières GA, où justement la première photo, là, tout à gauche, montre que nous sommes en tant que facilitateurs. Vous voyez, on n'est plus sur du descendant, on est sur un travail en îlot quand la salle le permet. Vous voyez, là, les téléphones portables, même moi, je les ai utilisés comme outil. Je leur fais confiance par rapport à ça. Et au début, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, mais c'est vrai qu'ils allaient sur des dictionnaires, ils allaient sur Google pour faire des recherches. Et puis, s'ils répondaient à un petit SMS entre-temps, je veux dire, je veux dire, le travail avançait et ils étaient vraiment sérieux. Et le fait que je leur accorde ma confiance aussi, voilà, ils jouaient le jeu parce que je leur accordais ma confiance. Bien sûr, je parle de manière générale, il y a toujours un ou deux petits malins qui ne jouent pas le jeu, mais bon, ça se travaille. Et la deuxième image, c'est un travail collaboratif. Là, ils étaient sur la création d'entreprises, justement, hein. Ils étaient en train de s'organiser, de réaliser les différentes missions pour arriver à cette... Donc là, on était en itération, hein. C'était une partie du gros projet et travailler dessus. Et sur la troisième, c'était Guy qui était intervenu aussi sur les premières séances pour montrer comment utiliser le board Kanban de suivi, de priorisation, et puis ça permet d'être transparent sur ce qu'on fait et de communiquer ce qu'on fait. Donc ces post-it-là, c'était les différentes missions, les différentes tâches qui étaient mises au tableau et puis montrer que ça avait été réalisé, où on en est, où c'est en cours, qui le fait, tout ça. Donc on est dans la communication, la transparence, et puis on priorise et voilà. Ah, c'est ça. Le Kanban, c'est un mot japonais, ça vient de l'industrie de Toyota. Typiquement, on met des grands tableaux et on voit les tâches avancer. Et chaque personne prend une tâche et la fait avancer. Donc, d'où vient ce mot qui se dit Kanban ou Kanban en français. Mhm. Et ça a l'avantage parce que quand on fait un point, eh ben, on ne se cache rien. On n'est pas là à se dire oui, oui, tout va bien et en fait, rien ne va. Non, bah, j'ai des difficultés, j'en suis là et voilà pourquoi j'ai des difficultés, etc. Donc, on respecte une des valeurs de l'agilité qui est la transparence, quoi, de Scrum, qui est la transparence. Mhm. Et bon, vous voyez, donc il y a d'autres exemples de travaux qui ont été faits. Ils sont en îlot, ils travaillent ensemble. Et vous voyez celle, ouais, quatrième, la cinquième. Hein. La cinquième image, donc sur la deuxième ligne, celle qui est au milieu. On est plutôt sur une autre approche dont je vais vous parler là tout de suite après. On est sur une approche des 4C. En fait, on est sur une classe inversée
où on aborde un point de grammaire, ça faisait partie des objectifs, mais on faisait un petit point ponctuellement. En équipe, par exemple, ils faisaient une recherche sur le present perfect et le prétérit, et j'aurais demandé d'enseigner aux camarades ce qu'ils ont trouvé à l'issue de leur recherche et tout ça. Donc, je les ai guidés en disant, j'aimerais que vous trouviez comment on forme ça, à quel moment on le forme, et donner des exemples en contexte. Et ce sont mes élèves qui faisaient le cours. Les autres, justement, j'aurais dit, vous êtes dans la bienveillance, vous apportez des choses, vous posez des questions si ce n'est pas clair, vous corrigez dans la bienveillance. Et moi, je posais des questions pour aller plus loin si la présentation n'était pas complète. Voilà. Donc là, comme on l'avait dit, scénariser les contenus, penser aux outils qui vont pouvoir servir nos objectifs. Ce n'est pas justement utiliser des outils, c'est moi j'ai un objectif, je vais penser à des activités, quels sont les outils qui vont pouvoir rentrer dans cette activité-là. Ce n'est pas une histoire, comme l'a dit Guy, le plus important c'est la communication et les outils vont servir notre objectif. Après, bien sûr, on a pensé au découpage du projet en itération avec Guy quand on a pris le référentiel. On s'est dit, dans tel projet, on doit aborder ça et on a réfléchi sur comment découper notre projet en séance. Et bien sûr, j'apporte de la documentation, mais je ne suis plus sur un cours de grammaire, par exemple, que je vais écrire au tableau et tout ça. Je mets à disposition de la documentation et je leur dis, attention, il y a ça et ça à aborder. Si vous voulez, vous avez de la documentation. Ou alors, je leur demande d'aller sur Internet pour faire des recherches, mais il y a toujours un apport de documentation, soit pendant ou soit après. C'est-à-dire que je leur demande de faire toute une recherche et seulement après, moi, je leur poste ma documentation qui est finie et qui reprend les points clés du projet. Et je fais produire les contenus en équipe, c'est-à-dire que là, c'est plus moi qui fais 70% du travail, mais c'est inversé. C'est-à-dire que mes apprenants vont produire au moins 70% et moi, je vais apporter 30% ou voire même 20% et eux vont produire. C'est pour ça que dans cette approche-là, je dis ce sont mes apprenants qui font le contenu, qui font le cours. Et on pense... Il nous reste 5 minutes. Oui, donc on a des cérémonies à mettre en place, comme tu disais, Guy, les petits points de rendez-vous, les rétrospectives et les auto-évaluations, les petites rétrospectives et des feedbacks. Et bien sûr, au tout début, quand on présente l'approche, on obtient l'adhésion des apprenants. Alors, on leur explique ce que c'est, comment on pense travailler et il faut qu'on fasse un petit contrat, une petite adhésion avec les apprenants. Donc, comme tu disais, là, on utilisait Kanban. C'était les outils agiles qu'on a utilisés. Kanban et on a... Je reprends la slide, si tu veux. Bon, il y a plein d'outils, il y a plein de choses c'est pas en 5 minutes, là, je vais vous enseigner, évidemment. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses. C'est très cadré, en fait, l'agilité. Oui, il y a de l'autonomie, donc il y a de la liberté, mais c'est pas vraiment, c'est une liberté cadrée, il y a du cadre. Hein, c'est comme au théâtre, on peut pas sortir de la scène, quoi. Il y a un cadre qui est, vous serez le garant, et même eux-mêmes vont être le garant, ou ils peuvent désigner un leader pour être le garant du cadre. Je vais demander de passer quelques slides. Alors, les 4C, bon. Oui, alors les 4C, c'est une approche agile aussi qu'on utilise et les 4C, c'est connexion avec ce qu'on sait déjà, connexion entre les autres, connexion avec ce qu'on va apprendre. Ça permet déjà d'impliquer, d'engager notre apprenant, de mettre tout de suite déjà dans le travail, dans l'atelier. Et ensuite, le deuxième, c'est pour concept, c'est de voir toutes les notions, les concepts qu'on veut retransmettre et de manière différente. Donc, c'est une façon de s'imprégner de l'information en travaillant un petit peu toutes les connexions neuronales, en écoutant, en prenant des notes, en faisant, voilà. Et puis, il y a aussi... Ce qui est intéressant dans les 4C, c'est qu'on ne peut pas toujours, en tant que formateur, il y a de la formation descendante, on ne peut pas toujours tout faire en équipe. Là, on s'arrête, mais au lieu d'être encore une fois dans une formation un peu pénible où on écoute le prof, là, on va les faire interagir également avec le professeur et avec l'apprentissage. Donc, c'est ça les 4C. On ne peut pas le développer maintenant. Ouais, c'est ça.
Je exactement les ça. envoie au tableau, c'est eux qui me produisent avec les post-it. Quand on est en présentiel, en distanciel, ben, on le fait sur un document partagé, mais c'est eux qui sont amenés encore à produire de manière collaborative et collective le contenu. Et puis Et après, ouais, moi, je complète. Donc, pour les finir, une minute, résultats, je te oui. propose, Laetitia, parce que moi, si tu as une minute, c'est d'aller directement sur la dernière slide du Cali. Ouais, mais juste les résultats, c'est que Ouais, c'est j'ai ça. retrouvé mon compte. Il y a du sens pour les apprenants. Ils font le lien avec ce qui se passe en entreprise. Ils sont vraiment beaucoup plus impliqués, engagés et vont plus loin que ce que je leur demande. C'est-à-dire que je suis vraiment étonnée de ce qu'ils peuvent me produire en équipe. Ils sont très créatifs et ils adorent, hein. Il y a des retours très positifs. Ils adorent cette autonomie, mais guidée. De connaître des outils qu'ils réutilisent aussi en entreprise, qu'ils peuvent conseiller en entreprise. Est-ce Et que tu leur dis, il y a plus ce mode contrôle-sanction. Je fais confiance, je suis beaucoup plus zen en cours, ils sont beaucoup plus zen et d'un point de vue relationnel, tout a changé. Voilà. Et donc est-ce là, que tu as retrouvé, est-ce que tu as retrouvé le sommeil, du coup? oui, 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 oui. Alors des fois, avant de m'endormir, c'est plutôt quelque chose de très positif, c'est me dire, ah tiens, sur cet atelier-là, enfin, je pense à des choses très positives, un petit bilan positif, ou des fois je suis stimulée en disant, tiens, je peux faire cet atelier-là avec eux et tout ça. Très Donc, bien. Super. Ben, la dernière slide, c'était pour vous parler un peu du Cali, effectivement. On a fait ce projet parce que c'est les profs, les autres profs qui nous ont dit bah oui, on aimerait bien des formations, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Puis on s'est dit bah, si on le fait pour les connaissances de Laetitia dans son centre, pourquoi pas proposer ça à tous ceux qui parlent français et qui peuvent se connecter à Internet. Donc c'est des cours en ligne. On n'aura pas le temps de vous proposer le programme, vous le retrouvez, je vais vous mettre dans le chat sur là, Edit. je l'ai mis sur ce slide-là, vous avez le lien. Ok. Hit. Oups. Hop. Très bien. Donc Et là, voilà. c'est ducagile.com. Et Et pour puis, si vous voulez nous contacter aussi, on a une adresse. Si vous avez des questions, ou vous voulez plus d'informations et tout, vous pouvez nous contacter à contact educagile.com.